la partie la plus ancienne de Laon, c'est ici. Ça n'est pas au-dessus. On parle de ce deuxième plus grand secteur sauvegardé de France, des plus de 70 monuments inscrits. Mais ces bâtiments les plus prestigieux ont été faits avec des pierres qui venaient d'ici. On a rasé des tas de choses au-dessus au cours des temps, on les a transformées, le patrimoine a été tour à tour changé, mais les sous-sols, eux, sont restés. Donc quelque part, le livre d'histoire avec les pages un peu mélangées, c'est en dessous. La cathédrale de Laon est importante de par sa beauté architecturale et de par le site sur lequel elle a été bâtie, puisque nous sommes ici à une centaine de mètres au-dessus de la plaine et la cathédrale est visible de très loin. D'ailleurs, pensez bien qu'au Moyen-Âge, on se déplaçait à pied ou à cheval et on ne voyait que cette cathédrale au loin, donc, qui annonçait l'importance du pouvoir épiscopal implanté à Laon dès le VIe siècle, puisque c'est Saint Rémy qui a baptisé Clovis, qui a fondé l'évêché dans cette ville de Laudunum, ou Lugdunum à l'époque, le Mont Lumière. Donc c'est un site parfait. Bon, bien sûr, c'est un point stratégique, mais c'est aussi un site où va pouvoir se développer le pouvoir religieux. Et c'est une manière d'accéder au divin. L'évêque Barthélemy de Joux, qui est un très grand évêque de Laon, de 1113 à 1150, et son successeur Gauthier de Mortagne, qui était écolâtre du chapitre, c'est-à-dire le responsable de l'école de Laon, eh bien, ont organisé véritablement la construction d'une nouvelle cathédrale, celle-ci, à partir de 1150-1155 jusqu'en 1180. C'est une cathédrale qui a été édifiée en 25 ans, ce qui est absolument très rapide, unique véritablement. L'originalité va vers une certaine unité dans l'architecture. Et surtout, si je vous cite les dates, c'est en fonction d'un des aspects pour lesquels elle a été justement restaurée, en particulier au XIXe siècle. C'est qu'en effet, l'originalité, la première originalité, c'est que c'est peut-être la première, bon, on ne va pas donner trop de classement, mais une des 2-3 premières cathédrales de transition entre l'art roman et l'art gothique. C'est ici, en somme, que le gothique fait ses premières armes, on peut dire, ses premiers essais. Voilà des éléments, évidemment, qui montrent l'importance de la cathédrale. Outre sa nouveauté architecturale, il y a l'importance de la présence royale, véritablement. Construite dans la deuxième moitié du XIIe siècle, les siècles justement passent, les intempéries très nombreuses, nous sommes sur une butte, et la façade occidentale étant exposée à toutes les intempéries. Et elle nécessite évidemment un entretien. Il y a un entretien de réaliser, mais la poussée est très forte et petit à petit, eh bien, il y a une certaine dégradation, il y a une menace sur la cathédrale qui se réalise. Une menace qui s'observe au cours du XVIIe, du XVIIIe siècle. La poussée de la voûte se fait sentir beaucoup plus encore au XIXe siècle. Alors, les architectes sont en difficulté. Que faire face à cette cathédrale qui semble presque s'écrouler, aller tomber en ruine véritablement? La chance pour cette cathédrale, c'est que Prosper Mérimée devient inspecteur des monuments historiques. À partir de 1840, la cathédrale de Laon est classée monument historique. Donc, l'État intervient, même s'il n'intervient pas totalement, et est responsable en particulier de ce patrimoine. Nous sommes aux abords immédiats du cloître. D'ailleurs, on voit à la fin ici d'une extraction, on voit ce qu'on appelle un front de taille. C'est-à-dire que les gens qui ont extrait les matériaux sont venus de derrière moi et se sont arrêtés à ce niveau-là. Mais on voit bien que ça continue de l'autre côté. Pourquoi? Parce que l'équivalent à des carriers sur une époque qui reste à déterminer, mais fort ancienne, sont venus travailler, eux, de l'extérieur, de l'autre côté de cette partie-là. Et de l'autre côté de cette partie-là, c'est la cathédrale. Autrement dit, la cathédrale actuelle, elle-même vient à recouvrir des carrières qui ont probablement servi à la première cathédrale, à la carolingienne. Donc nous aurions, en théorie pure, des carrières carolingiennes à moitié remblayées, donc des vides sous la cathédrale actuelle. À titre d'exemple, une tour de façade, c'est environ 10 000 tonnes. Donc vous imaginez les contraintes que ça représente sur les sous-sols. Ça a été pris en compte, bien évidemment, puisque vous avez un ensemble de piliers de consolidation qui ont été faits un petit peu partout. Et il y a une tradition, notamment avec les architectes voyés, pour aller faire des reprises en sous-œuvre. Il y en a un témoignage d'ailleurs
dans la cathédrale, avec un petit élément sculpté qui rappelle les derniers travaux de consolidation en souterrain au milieu du 19e siècle. Mais cette tradition existait tout au cours des siècles précédents, au 18e, au 16e siècle, par le biais de cet escalier, enfin c'est l'escalier, ce ancien puits d'extraction là que j'ai sous mes pieds. On peut accéder à d'anciennes galeries d'extraction de sable qui ont été aussi réaménagées et complétées par d'autres galeries faites par les architectes voyés au XVIe siècle pour faire des reprises en sous-œuvre. C'est-à-dire aller faire des ancrages de maçonnerie, là où on a retiré des matériaux, on doit en remettre finalement pour se poser sur une couche censée absorber l'ensemble des contraintes. Allons, c'est de l'argile, pourtant elle tient bien. Et vous allez remonter, faire des piliers successifs pour arriver à l'aplomb des grands édifices ou des murs porteurs. Et c'est le cas sous la cathédrale. Alors nous sommes à la fontaine, fontaine dite des Meuniers, qui est une des fontaines qui fait partie de toute une ceinture de fontaines qui se trouve au pied des remparts de la ville haute, qui sert d'exutoire à l'eau qui est bloquée par la couche d'argile et qui servait à alimenter la population de la ville en eau. Au Moyen-Âge, on a creusé la butte pour extraire le calcaire, pour construire les bâtiments en surface. Quand on a des remontées trop importantes de la nappe, il y a une dégradation de ces carrières qui font courir des risques aux bâtiments et également aux fontaines, puisqu'elles n'ont pas été prévues pour des surcharges trop importantes. L'apport d'eau était exclusivement naturel. Il y a deux phénomènes qui peuvent être critiques. Celui qu'on a connu il y a encore peu à l'an, c'est une surcharge importante de la nappe par rapport d'eau usée qui n'était pas rejetée en tout à l'égout. On avait donc une surcharge de la nappe qui inondait à l'intérieur même de la ville toutes les carrières souterraines qui à l'origine évidemment ont été creusées à sec. L'humidité plus des produits chimiques, des détergents, a créé une dégradation importante du calcaire dans les carrières, ce qui a pu entraîner localement des problèmes en surface par effondrement, par dislocation du support en sous-sol. Alors l'autre risque possible, quand on a une ville qui est bâtie sur des trous qui reposent sur de l'eau, si j'ose dire, ça serait en fait un assèchement de la nappe qui entraînerait un assèchement de l'argile et donc une rétractation de ces argiles et des désordres en surface qui seraient peut-être encore plus importants que ceux qui sont causés éventuellement par une surcharge de la nappe. À partir du moment où il y a du vide vieillissant, parce que là c'est pluriséculaire, et des gens au-dessus, suivant la définition du risque, c'est des aléas, le risque d'effondrement, des enjeux, des gens au-dessus, aléas sur enjeu égale risque. Alors la notion de risque zéro n'existe pas, donc nous sommes effectivement sur un terrain à risque. Maintenant, il ne faut pas noircir le tableau, vous n'avez pas des effondrements tous les jours, et la prévention porte ses fruits. C'est-à-dire que vous avez un service qui fait faire des travaux, vous avez des acteurs locaux qui ont conscience maintenant qu'il y a des choses à faire. Il y a eu des efforts énormes d'assainissement de fait, il y a eu vraiment une prise en compte. Et petit à petit, le risque est diminué. Il y aura toujours un aléa possible, mais bientôt 20 ans de création de cette structure et de cette prise en compte, création par l'État d'un plan de prévention des risques, ça porte ses fruits. La commune de Laon dispose déjà d'un plan de prévention des risques mouvements de terrain qui a été élaboré en 2001. Donc en fait, ce plan de prévention des risques mouvements de terrain sur Laon permet notamment de définir les zones plus ou moins sensibles par rapport au mouvement de terrain et définir les constructions et les possibles et les aménagements possibles. Le plan de prévention prend en compte la cathédrale, bien évidemment, parce que les premiers à avoir alerté, c'est les services de l'État, une partie et non des moindres, c'est la DRAC qui, suite à l'inventaire dans les années 80, s'est inquiété de la stabilité des grands monuments. Il y a eu des mouvements de terrain sur les bords du plateau, et ça c'est la DDE de l'époque qui s'en était inquiétée, les services préfectoraux, et conjointement et en parallèle, la DRAC et le service de l'inventaire qui s'inquiétait pour les monuments majeurs dans le cadre de son inventaire, ayant aussi au passage reconnu qu'il y avait des cavités un peu partout. Il y a une organisation générale pour faire face à un mouvement de terrain. Donc en fait, chaque service, en fonction de ce risque, doit être en mesure de mobiliser ses services, et c'est donc dès qu'il est alerté, pour évacuer, en liaison évidemment toujours avec la commune,
puisque le dispositif Orsec intègre, fait travailler ensemble les services de l'État et les services opérationnels, avec évidemment la commune qui a logiquement élaboré son plan communal de sauvegarde. Pour aller jusqu'au bout du dispositif Orsec, on devrait normalement à la fois sauvegarder les personnes et pour tout l'aspect du patrimoine culturel, notamment pouvoir également sauvegarder les biens. Donc en fait, d'où l'importance d'avoir une coordination également avec d'autres ministères, comme le ministère de la Culture. Le travail de plan de sauvegarde des biens culturels a été élaboré à l'initiative donc du ministère de la Culture il y a une dizaine d'années, et donc en fait l'ensemble des conservateurs et normalement des directions régionales culturelles ont été sensibilisés à l'élaboration de ce plan qui est censé identifier et permettre la sauvegarde des mobiliers ou œuvres d'art lors d'un sinistre qui soit lié à un risque naturel ou risque technologique. On peut considérer actuellement que la situation est relativement stabilisée. Ce à quoi il faut veiller particulièrement maintenant, c'est qu'après avoir une nappe trop surchargée, créant des désordres par trop d'humidité, les nouveaux travaux entraînant trop de drainage finissent par assécher cette nappe. Donc en fait il faut qu'on trouve vraiment le juste équilibre pour rejeter dans le sous-sol une eau assez propre et ne surtout pas trop drainée pour ne pas assécher la nappe. Essayer de retrouver et de conserver un niveau à peu près naturel qui est le niveau d'équilibre le moins mauvais pour la conservation de la butte.